Des lions menés par des ânes. Voilà une image solidement chevillée à la Première Guerre mondiale. L'envoi continu et répété d'hommes à la mort dans des attaques aussi futiles que sanglantes. Pour un bout de terrain aussitôt reperdu, sur l'ordre de généraux déconnectés de la réalité de la guerre. Ces généraux confortablement installés dans de luxueux châteaux à des kilomètres du front, totalement indifférents au sort de leurs hommes subissant le froid, la faim, la peur au milieu des rats et de la boue. Bon, on doit probablement nuancer et expliquer en grande partie cette impression d'incompétence des hauts gradés en 14-18 par beaucoup de facteurs qu'on va regrouper sous un grand chapeau. Personne n'était prêt pour ça. Pendant ce conflit, le monde va découvrir la réalité de la guerre industrielle, les effets d'innovation comme la mitrailleuse, l'artillerie lourde, les barbelés, les gaz chimiques. En face, les doctrines n'ont pas évolué aussi vite que les armes. Les tactiques traditionnelles d'assaut frontal, qui avaient fonctionné dans des guerres antérieures, se sont révélées catastrophiques face à ces innovations. Et tout le monde se retrouve dans une impasse tactique, où la défense est infiniment supérieure à l'attaque. Je pense sincèrement qu'une majorité de commandants ont fait de leur mieux pour s'adapter, évoluer, renouveler leur logiciel dans des circonstances particulièrement difficiles, avec des responsabilités écrasantes et souvent des pressions politiques très fortes. Néanmoins, certains hauts gradés se sont révélés d'une incompétence crasse, d'une stupidité sans nom et d'un manque d'humanité criant, envoyant ainsi des centaines de milliers d'hommes à l'abattoir, cristallisant une image de chefs incompétents et brutaux. Dans cette vidéo, je vais présenter 5 exemples qui m'ont semblé particulièrement caricaturaux. Des hommes dont la médiocrité, la vanité, l'inhumanité en ont enterré des centaines de milliers d'autres. Alors on va y aller tranquillement, on va commencer par de l'incompétent orgueilleux et on va s'enfoncer petit à petit dans les abysses pour terminer par un vrai psychopathe. Donc on prend son sac à vomi et c'est parti. On inaugure le bal avec le général russe Alexandre Samsonov, responsable d'une des pires défaites de l'armée russe au tout début de la guerre, la bataille de Tannenberg. Samsonov naît le 2 novembre 1859. À 18 ans, il subit son baptême du feu pendant la guerre russo-turque. Il poursuit sa carrière et on le retrouve en 1900 à la tête d'un détachement de cavalerie lors de la rébellion des Boxers en Chine, puis à la tête d'une armée pendant la guerre russo-japonaise en 1904-1905. Ce conflit tourne au désastre pour l'armée russe, humiliée par le Japon. On y voit toutes les faiblesses de la Russie impériale. C'est également un révélateur pour Samsonov. S'il a une réputation d'officier énergique et compétent, certains observateurs mettent en doute ses capacités stratégiques au plus haut niveau. Surtout, Samsonov se fait un rival dans ses propres rangs. À la suite de la défaite décisive de Mukden en 1905, il accuse le général Paul von Rennenkampf d'avoir failli à son devoir en ne lui portant pas assistance alors qu'il se trouvait en fâcheuse posture. Dès ce moment, les deux hommes entretiennent un conflit qui ne se réglera jamais. En 1914, dès l'ouverture du conflit, Samsonov est envoyé à la tête de la seconde armée russe pour attaquer la Prusse orientale. Là, il se trouve globalement en position favorable face à un ennemi en sous-nombre et qui recule face à lui. Avançant en territoire allemand par la frontière sud-est, il doit rejoindre la première armée menée par Rennenkampf, qui elle avance en Prusse par le nord-est. Cependant, l'animosité qui règne entre les deux hommes empêche une coordination efficace de la manœuvre. Et ça n'a pas échappé aux généraux allemands Hindenburg et Ludendorff, qui vont attirer les troupes de Samsonov dans un piège tout en faisant croire à Rennenkampf qu'une armée en retraite est devant lui, vers Königsberg, l'actuel Kaliningrad. Les Allemands aspirent ainsi Samsonov toujours plus loin en Prusse orientale, étirant ses lignes logistiques. Sachant que la préparation de l'offensive a été bâclée en amont. Les rations et les munitions peinent à parvenir au front. Les moyens de communication sont médiocres et facilitent grandement la tâche des décrypteurs allemands pour percer les codes. Pendant ce temps, la coordination avec l'armée de Rennenkampf est inexistante et les deux n'arrivent pas à s'entendre pour se porter assistance et se couvrir l'un l'autre. Arrivés à Tannenberg, les Allemands en ont marre de jouer avec leur nourriture et décident de passer à table. C'est une boucherie. Encerclée, étirée, sous-approvisionnée, la seconde armée russe se fait pulvériser. Seuls 10 000 hommes sur les 200 000 parviennent à échapper à l'hécatombe. Incapables de supporter une telle défaite et de rapporter l'ampleur du désastre au tsar Nicolas II, Samsonov se tire une balle dans la tête. Son corps aurait été retrouvé par une patrouille allemande qui lui aurait donné une sépulture militaire. Après la victoire de Tannenberg, les Allemands se retournent vers l'armée russe de Paul von Rennenkampf et la démolissent une semaine plus tard au lac Mazur, brisant ainsi définitivement l'offensive russe.
Au moins, lui, ça a été très très vite, une vraie comète, une sorte de Kylian Mbappé des nullos, si vous voulez. Pas comme le suivant, qui aura bien pu nuire de bout en bout à sa propre armée. Sir Douglas Haig, l'un des généraux britanniques les plus controversés de la guerre. Celui qui personnifie l'expression « Lions led by donkeys », des lions menés par des ânes. Né à Édimbourg le 19 juin 1861, il reçoit une éducation militaire, devient officier de cavalerie, sert en Inde, au Soudan et dans la guerre des Boers, en Afrique du Sud, de 1899 à 1902. En 1914, il est promu lieutenant général et placé à la tête du premier corps d'armée. À la suite du succès des batailles de Mons et d'Ypres, il est promu au rang de général et en décembre 1915, Douglas Haig devient commandant en chef des forces britanniques en France, BEF. Et là, important à préciser, on parle d'un corps expéditionnaire, pas d'une armée de masse, parce que ça ne rentre pas dans la doctrine britannique. Contrairement à la France et à l'Allemagne, le Royaume-Uni n'a pas d'armée de conscription avant la guerre, car sa géopolitique fait qu'elle a plus besoin d'une force de soldats professionnels qu'elle peut rapidement projeter sur tous les coins du globe, plutôt que d'une grosse armée de conscrits pour défendre ses frontières, car elle a pas de frontières terrestres. C'est donc une nation totalement inadaptée à la guerre industrielle et continentale qui va se mettre en place. Là où les pays du continent sont formatés pour lever de larges armées de terre, en 1914, les Britanniques ont une force expéditionnaire d'environ 250 000 hommes, soit 6 divisions. Elle doit donc mettre sur pied tout un système de conscription, former une armée, un corps d'officiers, l'équiper, ce qui implique également de créer un complexe militaro-industriel, et le tout en moins d'1 an et demi. Et un truc à noter ici, pour pousser les jeunes hommes à s'enrôler massivement, on crée une propagande intense et on met sur place les PAL Battalions, littéralement les bataillons de copains. En gros, l'idée c'est qu'on rassemble tous les jeunes d'un même quartier ou d'un même village au sein d'un même bataillon pour faciliter leur intégration et donner un côté sympa. On part à la guerre entre potes et on les envoie au front comme ça. Le problème, c'est que quand un de ces bataillons va se faire décimer, ce qui va arriver assez fréquemment, c'est tout un quartier ou tout un village qui aura perdu l'ensemble de ses fils. Ça nous amène à l'offensive de la Somme. Planifiée depuis décembre 1915, initialement prévue pour être largement menée par les Français, l'attaque allemande sur Verdun conduit à changer le plan. Ce sont désormais les Britanniques qui fourniront le gros de l'effort et devront lancer là leur première opération d'envergure. À leur tête, Douglas Haig est à la tête d'un groupe d'armée de 29 divisions, de 868 pièces d'artillerie, et le tout mis sur pied comme on l'a vu en un temps record. L'assaut est précédé par un tir d'artillerie censé pulvériser les défenses allemandes. En une semaine, 1,7 million d'obus tombent sur les lignes ennemies. Le bombardement culmine le 1er juillet au matin, où on estime que 3500 coups sont tirés par minute, produisant un bruit si intense qu'il aurait été perçu jusqu'en Angleterre. À 7h30, au coup de sifflet, l'infanterie britannique franchit les parapets, baïonnettes au canon, et part à l'assaut des tranchées adverses. 66 000 soldats sortent des tranchées en même temps. Sur certains endroits du front, les hommes sont lourdement chargés, avec plus de 30 kg d'équipement, pour pouvoir apporter du ravitaillement et de l'équipement sur les lignes allemandes en profondeur. Ainsi, ils ont pour ordre de ne pas courir, pour que les troupes ne se dispersent pas et doivent traverser le No Man's Land en marchant. Sauf que les Allemands les accueillent avec des tirs de mitrailleuses qui les fauchent en masse. Les officiers sont facilement repérables et particulièrement visés. On estime à 30 000 le nombre des victimes tuées et blessées dans les 6 premières minutes de la bataille. Parce que oui, le tir d'artillerie a été largement infructueux. Par la nature des obus, des shrapnels totalement inefficaces contre des tranchées ou pour nettoyer des barbelés, dont beaucoup d'ailleurs ne vont même pas exploser du fait de défauts de conception, et enfin par manque d'expérience des artilleurs. En fait, le tir de préparation prépare surtout les Allemands à s'attendre à une offensive et à la repousser vigoureusement. Le 1er juillet 1916 est le jour le plus meurtrier de toute l'histoire militaire britannique. À l'issue de la première journée de combat, le bilan est extrêmement lourd. 57 400 hommes étaient hors de combat, près de 18% de l'effectif engagé. Et là, ce n'est que le début. 2 semaines d'assaut infructueuses suivent dans lesquelles les Britanniques perdent 100 000 hommes et 72 000 blessés. L'assaut reprend en septembre, se poursuivra jusqu'en novembre, dans des conditions météorologiques épouvantables. Pluie, neige, blizzard. Le 21 novembre, Haig stoppe les offensives britanniques. Le 18 décembre, le haut commandement allié met officiellement fin à la bataille de la Somme. Les alliés ont perdu près de 600 000 soldats, dont 420 000 anglais, ont gagné 12 km, n'ont saisi aucun objectif stratégique majeur. Mais pour Haig, c'est une victoire. Il a certes perdu 600 000 hommes, mais il a infligé 440 000 pertes à un ennemi qui aura plus de mal à remplacer ses troupes et son matériel.
Douglas Haig sévit ensuite en Flandre occidentale, lors de la campagne de Passchendaele. Il y réitère son commandement inhumain, envoyant les volontaires britanniques à la boucherie, dans une mer de boue dans laquelle les corps des soldats vont littéralement disparaître. Ainsi, les pertes sont difficiles à établir, mais tournent autour de 200 à 260 000 hommes. Après-guerre, certains lui accordent tous les honneurs en se fondant sur le fait qu'il a fait au mieux, étant donné les circonstances auxquelles il a dû faire face. Il lui a notamment fallu avancer la date de l'offensive de la Somme pour soulager les Français en péril à Verdun. Il consacre la fin de sa vie aux anciens combattants, crée un fonds de soutien à leur réinsertion sociale et au fait qu'ils puissent se loger dans des conditions décentes. Je vais laisser la conclusion à Churchill qui, lorsqu'on lui a dit que Haig était un chef d'état-major brillant, répondit « Il est brillant, oui, jusqu'en haut de ses bottes ». Ce qui me dérange vraiment chez Haig, c'est cette approche complètement cynique et déshumanisée du conflit. Si j'en tue un de l'autre côté, peu importe que ça m'en coûte un ou deux, c'est une guerre d'attrition que je vais de toute façon gagner si je continue à la mener comme ça. Alors, le prochain, c'est le français de la liste, et non, c'est pas Nivelle, mais alors lui, il m'a vraiment tendu. Donc, n'hésitez pas à prendre un coussin ou quelque chose pour pouvoir taper dedans au fur et à mesure qu'on en parle. Maurice Sarrail, le général politique. Maurice Sarrail, né à Carcassonne le 6 avril 1856, mort à Paris le 23 mars 1929, est un général français. Après ses études à Saint-Cyr et à l'école de guerre, divers stages en Algérie et en Tunisie, il prend la direction de l'école de Saint-Mexan en 1901. Et là, il réseaute. Politicien né, républicain dévoué, très engagé au sein des réseaux francs-maçons, il établit des connexions avec le ministre de la guerre, obtient le commandement de la garde militaire de la Chambre des députés, puis est nommé directeur de l'infanterie au ministère de la guerre du 7 mars 1907 au 27 mars 1911. Sans avoir commandé de régiment précédemment, Sarrail obtient le commandement d'une division d'infanterie puis d'un corps d'armée, et le tout grâce à ses réseaux. Au début du conflit, Sarrail prend part à la bataille de la Marne. Comme c'est une victoire pour les Alliés, on ne le remarque pas plus que ça. Mais en 1915, dans l'Argonne, lors de la bataille des Éparges, en voulant gagner quelques centaines de mètres, il perd 80 000 hommes sur les 200 000 placés sous ses ordres, sans s'interroger autrement sur le rapport coût-résultat de son action. D'autres s'interrogent pour lui, une enquête est menée, et la responsabilité ainsi que l'incompétence de Sarrail est évidente et démontrée. Il est limogé le 22 juillet 1915. Malgré son incompétence, ses soldats l'appelaient le boucher. Fort de ses connexions politiques, il reçoit dès le 3 octobre 1915 un nouveau commandement. Il prend ainsi la tête du front de Salonique, un théâtre d'opérations complexe dans les Balkans mais hautement stratégique car il permet d'y fixer une partie des forces des empires centraux. Sarrail a beaucoup de mal à coordonner les forces alliées, françaises, britanniques, serbes, grecques, sous son commandement. Sa mauvaise communication, son manque de diplomatie avec les autres commandants alliés, provoque des tensions et un manque de coopération affectant la cohésion des troupes. En plus, il se montre lent dans sa prise de décision et incapable d'exécuter rapidement des opérations. Ce manque d'initiative entraîne de nombreuses occasions manquées dans les Balkans, où il n'a pas su exploiter des faiblesses criantes de l'ennemi. Il est enfin limogé et remplacé par le général Guillaumat en 1917 à cause de ses erreurs militaires. Là, il joue encore de ses réseaux et initie une cabale contre le général Joffre, ce qui entraîne sa chute en décembre 1917. Il passe au cadre de réserve le 6 avril 1918 pour le restant de la guerre. Néanmoins, ses connexions lui permettent de réussir un nouveau comeback après la victoire du cartel des gauches en 1924. Il est nommé haut-commissaire de la République française en Syrie, en remplacement du général Weygand qui avait réussi à pacifier et unifier la région. Et avec Maurice Sarrail, ça déraille très vite. Il arrive à s'aliéner tous les groupes ethniques de la région, y compris les chrétiens d'Orient, pourtant à la base francophiles, et il provoque la rébellion des Druzes, un groupe ethno-religieux poussé à bout par l'intransigeance du général. Il réprime cette révolte de manière extrêmement violente, ce qui cause 10 000 morts chez les Druzes, majoritairement des civils, et de 2500 à 6000 soldats français. Vraiment un sale type. Une sorte de Manuel Valls avant l'heure, mais avec un pouvoir de nuisance complètement décuplé. Alors, si Sarrail veut la guerre pour avancer sa carrière politique, le suivant de la liste, lui veut la guerre juste pour faire la guerre, parce qu'il aime la bagarre. Passons maintenant à Konrad von Hotzendorf, le chef d'état-major des forces armées austro-hongroises, l'homme qui voulait la guerre à tout prix.
Il naît le 11 novembre 1852 à Vienne, d'une famille aristocrate. Son père, colonel d'un régiment de hussards, a fait les campagnes contre Napoléon. Le jeune Conrad entre dans l'académie militaire et fait une ascension rapide. Il grimpe les rangs sans participer à aucun conflit et est nommé chef d'état-major à la demande de l'héritier du trône, Franz Ferdinand, en novembre 1906. Prônant des réformes, il réorganise plutôt habilement l'armée austro-hongroise. Et là, on remarque un truc sur von Hötzendorf, sa vision du monde. Totalement acquis aux thèses du darwinisme, il ne croit qu'au rapport de force entre les humains, entre les peuples, et à la prépondérance du fort sur le faible, donc à l'impérialisme. Lui, il veut donc la guerre. Il répète alors les demandes à une entrée en guerre préventive contre les voisins, que ce soit l'Italie ou la Serbie, à un tel point qu'il finit par être désavoué par Franz Ferdinand et par le Kaiser Franz Joseph lui-même, ce qui le pousse à la démission. Il est rappelé en 1913 et jusqu'à l'assassinat de l'archiduc Franz Ferdinand à Sarajevo, un an après, il soumet pas moins de 25 demandes à l'empereur d'entrer en guerre contre la Serbie. Pendant la crise de juillet, il fait des pieds et des mains pour déclencher les hostilités, en pariant en partie sur l'inactivité des Russes. Pari raté. Dès le début de la guerre, il lance une offensive mal préparée, mal coordonnée contre la Serbie. Comme beaucoup de généraux, c'est un adepte fervent du culte de l'offensive, la conviction que la victoire doit être remportée par le moral supérieur de ses troupes. Des charges frontales à la baïonnette face à un ennemi qui craquera sous notre volonté et c'est bien pourri. Cette doctrine se mange de plein fouet la réalité de la guerre industrielle. Et cette réalité, en l'occurrence, c'est les mitrailleuses et l'artillerie lourde qui déciment l'armée autrichienne. Les pertes sont extrêmement lourdes chez les officiers qui mènent les charges. Des officiers particulièrement difficiles à remplacer dans l'armée austro-hongroise car formés spécialement pour gérer les multiples ethnies et langues qui composent ses rangs. Plus de ça, ils s'entêtent à lancer des offensives dans des conditions impossibles, sans préparation logistique, comme dans les Carpates, où ils déclenchent une attaque le 23 janvier 1915. Ce qui va conduire à ce que 800 000 hommes soient tués, blessés ou capturés. Beaucoup vont tout simplement geler sur place par manque d'équipement pour survivre dans un froid extrême ou crever de faim. Et puis, Conrad, c'est un impulsif. Au printemps 1916, sans concertation avec le Reich, il lance une offensive de rupture en Italie et pour ce faire dégarnit ses troupes sur le front russe. Von Hötzendorf déclare en effet que les Russes, incapables, commandés par des généraux ineptes, ne sont en aucun cas en état de mener une opération offensive sur ce front. Manque de bol, tandis que son offensive s'enlise en Italie, sur le front russe, une attaque de grande ampleur est déclenchée par un général plutôt compétent celui-là, Alexei Broussilov, qui lance l'offensive du même nom, et en quelques jours enfonce les lignes austro-hongroises et pulvérise l'armée de la double monarchie. Celle-ci est sauvée in extremis par l'arrivée de renforts allemands prélevés en urgence sur les autres fronts. L'offensive Broussilov échoue finalement, s'arrêtant en septembre 1916, mais a pour effet d'infliger un coup fatal à l'armée d'Autriche-Hongrie, qui s'est fait saigner pendant l'opération. La double monarchie y perd entre 600 000 et 1 million d'hommes, ainsi que sa crédibilité. Pour le reste du conflit, elle passe sous tutelle du haut commandement allemand, fatigué par l'incompétence de son petit frère attardé. A noter, le soir du 4 juin, le premier soir de l'offensive, Conrad von Hötzendorf fête l'anniversaire du feldmaréchal Frédéric de Teschen, un cousin de François-Joseph, et refuse d'interrompre les festivités. Après cet épisode, Conrad tombe en disgrâce et est éloigné du GQG. Après la guerre, il écrit ses mémoires dans lesquels il vante ses qualités, se présente comme un génie de la guerre et surtout, montre qu'il n'a rien compris à la Première Guerre mondiale. On comprend dans ses écrits qu'il est très éloigné des réalités et des détails matériels. Les exemples dans ses campagnes en Galicie, en Serbie, en Italie démontrent son peu de considération pour les conditions météorologiques et les besoins de ses troupes, et éclairent sur les immenses pertes subies sur ce front. Ce qui nous offre une transition parfaite pour le dernier de notre liste, le champion, le boss ultime, celui qui cumule tous les défauts, l'incompétence crasse, le type complètement borné dans ses idées d'un autre temps et une brutalité absolue. Luigi Cadorna, né le 4 septembre 1850 à Palanza, chef d'état-major de l'armée royale italienne pendant les 30 premiers mois du conflit. Ce général s'est battu comme un lion. Manque de peau, c'était contre sa propre armée. Selon le témoignage d'un soldat italien, Cadorna, lui, était notre véritable ennemi, pas les Autrichiens. Luigi Cadorna reçoit son premier commandement en temps de guerre à l'âge de 61 ans. C'est fou. De bout en bout, il va s'obstiner à ne rien comprendre à la nature du conflit.
à la puissance de l'armement moderne, au combat interarmes. Non. Pour lui, la guerre, c'est une affaire de courage, de virilité. Il croit à la supériorité naturelle du soldat italien, héritier du légionnaire romain, sur les ennemis barbares. Quand l'Italie entre en guerre en 1915, aux côtés de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, Cadorna est donc convaincu que l'offensive à outrance, le choc, l'attaque frontale, sont supérieurs à la manœuvre et à l'équipement. Alors même que les premiers mois de 1914 ont prouvé que ces tactiques étaient déjà désastreuses. Le symbole de tout cela, c'est la bataille de l'Isonzo. Enfin, les batailles de l'Isonzo. Les 11 batailles de l'Isonzo, qui vont coûter à l'Italie 300 000 vies et 500 000 blessés pour gagner rien du tout. En fait, pour se faire poutrer par une contre-offensive austro-allemande une fois que Cadorna aura méthodiquement démoli son armée en lançant des attaques toutes plus absurdes les unes que les autres. L'Isonzo oppose les troupes italiennes à l'armée austro-hongroise, qui est, comme on l'a vu, pas l'armée la plus redoutable de la Première Guerre mondiale. Les Italiens sont à 2 contre 1, voire 3 contre 1. Ils ont également 2 fois plus de canons que leurs adversaires. L'objectif est de s'emparer du port de Trieste, sur l'Adriatique. Cadorna lance la première offensive le 23 juin, qui se solde par un échec, comme quasiment toutes les offensives des deux camps en 1915, vous allez me dire. Les soldats ont peu d'expérience, notamment les artilleurs. Le gros problème ici, c'est que pour s'emparer de Trieste, les Italiens doivent traverser un fleuve, l'Isonzo, d'où le nom de la bataille, surplombé par des montagnes abruptes sur lesquelles les Autrichiens ont des défenses solides. Pour la première offensive, on a 16 000 pertes côté italien. On s'arrête le 7 juillet, on recommence le 18. Cette fois, on a un tir de préparation plus bref et plus nourri des Italiens, qui dure 2 jours, mais inefficace. Cette deuxième offensive fait environ 45 000 pertes de chaque côté pour des gains marginaux. On s'arrête le 2 août et le temps de reconstituer les forces, de se réorganiser. Ça va nous emmener à l'automne et là il commence à pleuvoir. Le terrain déjà montagneux se transforme en boue. Là, attaquer dans des conditions, ce serait du suicide. Quoi ? Ah bon, Cadorna vient d'ordonner une nouvelle attaque. Bon. 67 000 tués en 2 semaines. On enchaîne avec une 4e offensive, une 5e, une 6e, toutes des échecs. Plus Cadorna se plante, plus il devient mauvais. Ses seconds, des incapables. Il les vire. Ses soldats, des mauviettes, qui manquent d'ardeur au combat et de courage, c'est qui ruine ses plans grandioses. Pour renforcer le moral de ses troupes, il réintroduit les châtiments corporels dans l'armée, ainsi que la décimation. Oui, la décimation, une pratique barbare issue de l'armée romaine antique, l'exécution d'un soldat sur 10 dans un bataillon qui a fauté. Bon, tout ça nous amène à la 11e bataille de l'Isonzo, fin août, et on joue le tout pour le tout. Les deux armées qui se font face vont se saigner à mort, littéralement. Les Italiens démolissent les défenses autrichiennes. La double monarchie, encore une fois, n'est sauvée que par l'arrivée de renforts allemands. Ce faisant, Cadorna a démoli son armée, qui n'est plus en mesure de se battre du fait de toutes les pertes accumulées lors des 10 précédentes batailles. D'autant que des maladies, dont la dysenterie et la typhoïde, dues aux mauvaises conditions de vie des soldats, mettent hors de combat des centaines de milliers de combattants. Finalement, les forces austro-allemandes décident de descendre de leur hauteur pour la 12e bataille de l'Isonzo et mettent une énorme fessée à Cadorna. Ils font 30 000 blessés et tués, et surtout capturent 260 000 soldats italiens. Encore une fois, Cadorna se plante d'approche stratégique. Il est aussi nul pour défendre que pour attaquer. Alors que la tactique qui s'est montrée la plus efficace depuis le début de la guerre est une stratégie de défense élastique, en profondeur, on laisse l'ennemi s'avancer, prendre la première ligne, s'étirer, s'épuiser, et on le démolit à petit feu. Lui choisit une défense statique. On met tout sur la première ligne et on ne laisse pas 1 mètre à l'ennemi. C'est une affaire d'honneur. Sauf que l'ennemi, lui, il a compris 1 ou 2 trucs et il utilise des tactiques modernes comme l'utilisation de troupes d'assaut spécialisées dans l'infiltration, les fameux Stormtroopers. L'armée italienne se désintègre, le front vole en éclats et les empires centraux avancent de quasiment 100 km. La situation se rétablit grâce à l'envoi de renforts alliés en urgence, et car les Allemands retirent leurs propres troupes du front italien. Mais là, cette fois, c'est le coup de trop. Cadorna est mis sur la touche. Il se retire et meurt en 1928 à 78 ans. Ciao l'artiste. Alors bien sûr, on aurait pu en citer des dizaines d'autres. J'ai pas parlé de l'armée turque, des Américains, ni des Allemands, et pourtant on aurait pu en dire des choses. J'ai pas non plus parlé du général Nivelle, celui qui cristallise probablement le plus dans notre pays l'image du boucher incompétent, totalement indifférent au sort de ses hommes et déconnecté de la réalité.
Alors pour lui, je dois avouer que j'ai quelques doutes parce que son cas me semble un peu plus compliqué que ce qu'on peut en penser au premier abord. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je creuse le sujet, ça pourrait faire une super vidéo, voire une partie 2. Je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un j'aime, à vous inscrire à la chaîne. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.